les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Un groupe qui soutient la majorité présidentielle. Let's go! On entend Olivier Véran, merci on le a entendu GOAT. aussi précédemment le ministre hier de la Justice. On sent le gouvernement assez, comment dire, peut-être pas gêné, mais plutôt mal à l'aise. On a le sentiment qu'il marche sur des œufs face aux policiers. C'est votre analyse aussi? Pas du tout. Je crois que nous avons une autorité politique au plus haut niveau de l'État qui a exprimé avec une force tranquille les principes fondamentaux. Le duel. Nul n'est au-dessus de la loi. Sans jamais condamner ce mouvement de grève qui dit pas son nom. Le duel. Je crois que les choses sont simples. Quand on est président de la République, on n'a pas besoin d'agiter... Je parle pas forcément du président, mais du ministre de l'Intérieur, du porte-parole du gouvernement. Il s'exprimera le moment venu. Mais ce qui compte, c'est la parole du président de la République, puisqu'on pouvait s'interroger sur cette situation. Je crois qu'il a rappelé avec une force tranquille, encore une fois, que nul n'est au-dessus de la loi. Pour le reste, je crois qu'il faut aussi comprendre ce qui se passe dans la police nationale. Autant on n'a pas, quand on est policier ou quand on est un homme ou une femme politique, commenter une décision de justice. Il faut respecter cette sérénité. Et j'observe d'ailleurs que le président de la République a parlé avec la même force tranquille, le même calme, la même précision que les responsables de la magistrature, que les syndicats de juges et de magistrats, qui ne se sont pas davantage agités. Ils sont parlés par un des communiqués qui rappelait des principes. Il bégaye beaucoup le mec quand même. Hein. Je crois par ailleurs que pour ce qui nous concerne, l'autorité politique, moi je suis ici comme porte-parole de la majorité présidentielle. Il faut comprendre aussi l'émotion, et je dis bien l'émotion qui est forte chez les policiers. Le président l'a rappelé, ils ont été eux aussi confrontés à des violences inouïes, plus de 900 blessés face à ces violences urbaines, et c'est pas la première fois. David Guiraud, il est en train de recharger son ki, les mecs. Là, il est en train de se recharger, là. Attention, ça arrive, les gars. Attention, ça arrive. Depuis les Gilets jaunes, des moments difficiles, etc. Il y a eu la réforme des retraites. Bon. Donc, je pense qu'on doit aussi avoir des mots de compréhension pour l'émotion des policiers. Mais je dis aussi à nos amis policiers qu'ils ont tous les moyens, dans le cadre de la hiérarchie, dans le cadre de leur syndicat, de faire valoir des revendications. Je dis aussi à nos amis policiers que s'ils veulent aussi se faire entendre, il faut qu'ils aient les armes de la raison, même si nous comprenons l'émotion qui peut être la leur depuis les violences. Ça arrive, les gars. Autrement que par des armes. Rappeler les principes fondamentaux et ne pas laisser la situation déborder, c'est-à-dire que la passion prenne le dessus sur la raison. Donc retourner travailler. Et moi, je fais confiance aux policiers, je le dis très clairement, de la base à la hiérarchie supérieure, pour qu'ils soient dignes de leurs fonctions et qu'ils soient dignes de l'éthique professionnelle qui doit être la leur. Je crois que maintenant le moment est au calme, et tous ceux que nous verrons essayer d'agiter la situation de manière artificielle, inutile, sont des gens qui veulent chercher la crise pour des buts qu'on ne connaît pas, mais qui n'iraient pas dans le sens, à mon avis, de la tranquillité publique et de la France. On a des policiers à Marseille, il y a un mouvement qui s'étend, qui ne travaille plus, qui répondent certes aux appels d'urgence, mais on a des policiers qui sont en arrêt maladie. La situation n'est pas vraiment calme. On ne peut pas dire que c'est calme. Il y a un peu de tension. Ça peut arriver quand on est un peu de tension. Oui, mais c'est pas complètement interdit non plus. Il faut laisser les choses revenir au calme. Moi, je crois que quand on est l'autorité politique, c'est ce qu'a fait le président de la République, le garant de la Constitution et des droits, c'est de rappeler les principes fondamentaux et de permettre qu'un retour à la normale revienne, mais sans être un facteur d'agitation, comme certaines forces d'opposition qui mettent de l'huile sur le feu de manière totalement inutile, si ce n'est irresponsable. On parle de vous, puisque vous êtes dans l'opposition, vous êtes membre aussi de LFI. Si vous vous y reconnaissez, c'est très bien. Moi, je n'ai pas souhaité nommer qui que ce soit. Vous comprenez quand même que le gouvernement soit si prudent qu'il n'ait peut-être pas envie de se couper non plus des policiers, parce que si on se coupe de la police nationale, qui va défendre les Français? Il est exactement 11h11, les gars. 11h11, David Guiraud va prendre la parole, le numéro Uno 4 fois. Le 4 fois Uno va parler, c'est parti. Ce qui est clair, c'est que ça respire pas la sérénité en face de moi. Aïe, aïe, aïe. Je crois que ni le président, ni les porte-paroles de la République En Marche ne comprennent ce qui se passe là. Là, vous avez les plus grosses organisations policières du pays qui demandent à faire en sorte que, quelque part, les citoyens ne soient plus égaux entre eux, que les policiers aient un régime d'exception, qui demandent à ce que la séparation des pouvoirs ne soit plus qu'un concept abstrait, parce qu'il s'agit maintenant de contester des décisions de justice.
Voilà, c'est ce Et que je vous disais tout à avez- l'heure. pour- Les gars, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gars, je pense que je vais être député. Hein. Les gars, je pense que je vais me présenter en tant que député ou en tant que maire de Saint-Denis. Le maire de ma ville. Il dit la même chose que moi, gros. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Soutenir ça, Merci. un mouvement de grève qui ne dit pas son nom, mais c'est des arrêts Pitié, maladie. non. Beaucoup de complaisance. Moi, je peux comprendre qu'un policier soit en burn-out, hein, que l'arrêt maladie soit justifié, mais là, Ben, ce pourquoi qui vous ne circule dans les respectez pas boucles alors, si c'est le Telegram cas des policiers, c'est pas de dire si vous êtes en burn-out, on va prendre soin de vous. C'est de dire faites des arrêts de complaisance auprès de médecins favorables à ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sciemment empêchent la tenue et la bonne continuité d'un service public qui est essentiel. Et vous dites rien là-dessus. Vous avez des gens qui sont en train de remettre en cause les principes républicains les plus élémentaires de notre pacte social, et vous dites rien là-dessus. Moi, je me souviens quand même, et c'est là où je suis un peu en colère, que lorsque des grévistes dans les raffineries font grève, vous êtes capable d'aller les réquisitionner. Quand vous avez des médecins... Ah, c'est vrai ça, ils sont capables de les réquisitionner, mais bon, ils ont perdu trop leurs couilles. Eh, mais c'est qui ces nouveaux là hein? C'est qui ces nouveaux là sur le stream là? Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Salut Dofla, tu te positionnes en politique ou non? Oui. Je me suis déjà positionné plusieurs fois en stream, j'ai déjà donné plusieurs fois mon avis. Oui, ouais, genre ouais. qui font grève. Vous êtes capable de dire, la Première ministre est capable de dire que c'est irresponsable de faire grève. Quand vous avez des enseignants, quand vous avez des salariés qui font grève, vous êtes capable de dire qu'il ne faut pas faire grève. Par Mais contre, là, les policiers, vous les comprenez. Et vous les comprenez tellement, monsieur, que vous n'avez pas un mot pour qualifier la situation. C'est que si aujourd'hui, ça part comme ça et qu'il y a des décisions de justice, c'est parce qu'il y a des policiers qui ont fauté. Merci. Vous avez le jeune Naël qui a été tué en pleine rue par un policier. Et vous avez, à l'origine du mouvement de Marseille, une mise en détention provisoire qui, pardon, est justifiée. Parce qu'un jeune s'est pris un tir de LBD sur la tempe et il dit s'être... Il y a une enquête, je respecte le temps de la justice, mais il dit s'être fait tabasser. Et il a fini dans le coma. Et il a perdu une moitié de boîte crânienne. Pardon, c'est pas normal. Donc que des policiers, par exemple, puissent faire grève pour demander plus de moyens, etc. Pourquoi pas ? Ça fait partie du débat démocratique. Mais par contre, demander à faire grève et empêcher la poursuite d'un service public essentiel à la continuité de notre vie sociale pour dire qu'en gros, la justice, on doit la contester et qu'on doit pouvoir tabasser dans l'impunité la plus totale des jeunes, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne le serai jamais. Et c'est pas ça, appeler au calme. Bah, je crois que ce qui nous diffère tous les deux... Ah là 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 là, les gars, franchement, on a déjà attrapé ma veste quand je dis ACAB. Nanani, Dofla, ne sois pas ACAB, tu serais bien content que les policiers, ils viennent t'aider en cas de cambriolage ou en cas de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ça, je peux l'entendre. Mais quand t'as un policier, quand t'as un syndicat et plusieurs policiers, parce que ça a commencé à Marseille, ça a fini à Paris, et ça continue, etc., dans plusieurs villes de France. Quand t'as un policier, enfin quand t'as des policiers qui commencent à contester des décisions de justice, les gars, c'est la porte ouverte au bordel. C'est la porte ouverte au bordel. Et là où je rejoins David Guiraud, c'est craré les policiers, ils doivent être au-dessus des citoyens et presque à égalité avec les juges. Genre vraiment les décisions de justice, les policiers, ils doivent aussi les exécuter, genre. Ils doivent trancher. Non les gars. Non, ce n'est pas à vous, ce n'est pas votre boulot. La séparation des pouvoirs, c'est tout, c'est comme ça. On sait que on est dans un état policier, entre guillemets, mais on n'est pas encore dans le vrai état policier, donc calmez-vous. Mais, autre chose, les gars. Hein. Ah là là, autre chose, franchement, là où je rejoins Ghost Wawa, là où ça peut péter à tout moment, c'est que quand Macron il a fait la sortie de ouais, personne est au-dessus des lois, nanani nanana, tu vois, c'est un petit bras de fer, mais c'est avec son doigt. Genre, c'est un bras de fer comme as. Il veut pas se positionner fermement sur les policiers. Il l'a dit tout à l'heure, David Guiraud. Ça réquisitionne les médecins, ça réquisitionne les infirmiers, ça réquisitionne les éboueurs qui étaient grévistes. Ça réquisitionne. Mais quand on a des policiers grévistes, entre guillemets, parce que la grève chez les policiers n'existe pas, mais ils sont en arrêt maladie. Comme par hasard, là, ça réquisitionne pas. Ça se positionne pas en mode c'est pas bien ce que vous faites, nanani, nanana. Ça dit rien. Ça se mouille pas. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Et quand le directeur général de la police nationale dit je n'arrive pas à dormir la nuit quand on a un policier en prison, c'est une phrase de fou. C'est une phrase de fou. De dire ça à la télé, c'est un truc d'enculé. Moi, je le dis, c'est un truc d'enculé.
pardon, le directeur de la police nationale, hein, le big boss, excusez-moi, mais c'est l'émotion qui parle, excusez-moi. C'est une dinguerie de dire ça, wesh. C'est une dinguerie. Deux, c'est que vous avez davantage, au contraire de moi, le sens de l'insoumission que le sens de l'État. Moi, je viens ici avec cette seule préoccupation, le sens de l'État et le sens de la justice et le sens aussi de la fraternité entre Français. Et donc on laisse faire la séparation des pouvoirs, c'est ça le sens de l'État. J'ai été très clair, et le président de la République aussi a eu des mots très justes, me semble-t-il, lorsque Nahel a été tué. Avant même d'ailleurs que la justice ne prenne des décisions, ce en quoi il a été critiqué. Il avait dit que c'était des faits Et inexcusables je pense que le président de la République avait raison. Il a eu un éclair il avait 2 minutes. Oui, mais alors cette fois... Le président de la République, il a eu raison. Il a eu raison parce que nous avions d'une part des images, et je pense qu'il fallait aussi traduire en tant que président de la République, dans la société qui est la nôtre, ce que l'on pouvait sentir, sans déborder. Et la justice a agi, monsieur le député. Et les policiers ne sont pas La police a agi. Et les policiers le policier qui a tiré et qui a tué Nahel est aujourd'hui mis en examen. Et c'est précisément pour ça qu'il y a des grèves volontaires. Et des arrêts de maladie de complaisance. Un deuxième monsieur. policier parmi les 4 est aujourd'hui en détention provisoire après l'affaire de Marseille. Et moi, je dis à nos amis policiers, ne confondons pas les choses. On peut comprendre qu'il y ait une émotion, mais on ne peut pas comprendre qu'on dépasse les limites. Vous dites la même limite chose au de directeur respect général de la police l'éthique nationale du policier qui n'a pas à s'immiscer dans l'indépendance de la justice. C'est pas ce qu'a fait le directeur. Bah ouais, je suis d'accord avec toi, Chris. Bah ouais, s'il n'y a pas de vidéo, Macron, il aurait rien dit. Hein. Heureusement qu'il y a des gens qui filment. Hein. Heureusement. Mais moi, les gars, je suis désolé de vous choquer. Mais pour moi, toute la corporation, tous les policiers sont mauvais. Pour moi, je le suis sérieux, les gars. Tous les policiers sont mauvais. Évidemment, t'auras des policiers qui vont bien faire leur travail, mais t'as le sentiment maintenant que plus on avance dans la vie, plus tu vas te dire, ah, ils font bien leur travail, ils mettent juste un masque. Mais quand ils retirent leur masque, c'est des enculés, genre. C'est des enculés, ils font n'importe quoi. Maintenant, ça critique des décisions de justice, ça dépose leurs armes, ça déclenche des codes 562 ou je sais pas quel chiffre. Les gars, j'ai l'impression maintenant, les bons policiers, c'est juste des policiers qui mettent leur masque, du bon flic, ils retirent leur masque avec leur vrai visage, et c'est ça leur vrai visage, des mauvais flics. Moi, je suis désolé, hein. Les gars, j'ai lu les commentaires qu'il y avait sur Twitter, par exemple sur les pro-policiers qui disent « Ouais, il faut libérer le mec de détention provisoire, etc. etc. » Ben non, les droitards, je suis désolé, non. Il y a une décision de justice qui a placé le policier en question en détention provisoire, vous devez respecter la décision de justice. Point barre. Le policier n'a pas à s'incruster dans les décisions de justice. C'est comme ça, frère. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça pue l'idéologie punk chien ici. Au revoir. Allez, toi, tu dégages de mon stream. Allez, nique ta mère, toi. On n'a pas besoin de toi ici. Moi, je le dis, hein. Peut-être que je vais me prendre une sauce. Peut-être que les gens ils vont me dire « Ah, Dofla, c'est pas bien comme message, tanani, nanana. » Mais rien que cet exemple, c'est une dinguerie. L'exemple est une dinguerie, wesh. Non, c'est abusé. C'est abusé. Les policiers qui critiquent des décisions de justice, mais on est où, là? On est où, frère? On est où? C'est quoi la prochaine étape, maintenant? Ce sera quoi la prochaine étape? Qui fait qu'on a une réaction plus forte dans le rôle de la justice. C'est pas ce qu'a fait le directeur général de la police nationale. Je vais vous le dire avec toute l'affection que j'ai pour la... Désolé, mais t'es rempli de préjugés. T'es rempli de préjugés ultra-gauche, malheureusement. Bah, c'est pas grave, mec, hein, je m'en fous, hein, genre... Je sais que si j'ai un problème, je vais appeler la police. Ils vont mettre leur masque pour résoudre mon problème. Tant mieux. Au moins, ce sera le bon flic, le fake bon flic. Et ensuite, je m'en bats les couilles du reste. Genre, je m'en bats les couilles. Mais j'appellerai quand même la police si j'ai un problème. Mais quel masque? Mec, tu peux pas me dire que tous les policiers sont bons. Avec ce qui s'est passé ce week-end, ce n'est pas possible. Néné, je suis désolé, ce n'est pas possible. Je suis désolé. Ce n'est pas possible. Je te jure que c'est terrible, mais depuis peu, je déteste premier degré la police. Si j'ai un souci, je ne sais pas si je les appelle. Non, moi, je pense que si t'as un problème, SKR, appelle quand même la police. Appelle la police, wesh. On est obligé d'appeler la police, on est dans un état de droit, t'es obligé. Désolé, mais la police va imposer l'idéologie en France. Bah ouais. Ouais, mais attends, mais Néné, tu parles de quoi quand tu dis préjugé ultra-gauche? Parce que moi, je t'explique un truc qui est strictement factuel. Je suis en train de t'expliquer un truc strictement factuel. Comment des policiers peuvent faire la grève du zèle
parce qu'ils ne sont pas contents d'une décision de justice. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Dis-moi comment c'est possible, monsieur Ney Ney. C'est un truc d'enculé de faire ça. C'est un truc d'enculé de faire ça, wesh. Non, là, on est sur une nouvelle étape, frère. On est sur une nouvelle étape où ça va être le bordel. C'est une folie de faire ça. C'est une folie. C'est une folie. Non, ceux qui ont des préjugés, n'appelez pas, démerdez-vous. Non, appelez... Non, moi, je vous dis, les gars, le bon message... Même si je suis anti-police, j'appellerai la police si j'ai un problème. C'est tout, c'est comme ça, frère. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas contradictoire. C'est juste que je vais tomber sur un policier qui va faire son travail, qui va mettre son masque, du bon flic. Il va dire « Ah, putain, je vais devoir l'aider. Ah, je dois faire des grands sourires. Ouais, monsieur, on va faire votre plainte. Nanani, veuillez, monsieur, s'il vous plaît. Nanani, nanani. » Et dès que je vais quitter la porte du commissariat, il retire son masque. Il veut quoi ce N-word là? Vas-y, il me casse les couilles avec son truc nanani nanana. Je m'en bats les couilles, frère. C'est tout, c'est comme ça, wesh. C'est tout, c'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Bon, l'imitation était catastrophique. Mais il n'en aura rien à faire de ton histoire. Merci, LKB. Merci. On est d'accord, mon frère. Je te serre la main. Donne ta main, s'il te plaît. Donne ta main, wesh. Donne ta main, wesh. Bah pareil pour toi du coup. Mais moi, mais c'est pas pareil, Dembu. Moi je suis un citoyen qui a un avis sur la police. Mais si la police a un avis sur la population, parce que là en l'occurrence j'ai pris mon exemple parce que je suis noir. Si le mec il retire le masque et me dit va te faire enculer avec ton histoire sale N-word, etc., eh ben c'est un raciste. C'est un fils de pute de raciste qui n'a rien à faire dans la police. Moi je suis pas policier, je m'en bats les couilles. Moi je suis pas policier. Mais le policier qui fait ça c'est une dinguerie. Le policier qui parle comme ça, c'est une dinguerie. C'est ça que je suis en train de t'expliquer, mon gars. C'est ça que je suis en train de t'expliquer, mon frère. Ah, mon gars. Ah ouais, mec. Ceux que policier, c'est pas une ethnie. Bah ouais, c'est pas une ethnie, le S. L'institution se doit de rester neutre et donc ses représentants aussi. Ils sont au travail, pas au Club Med. Bah le truc, Kader, c'est que là, vous êtes pas aveugles, les mecs. On est d'accord, les gars, vous me suivez en stream depuis longtemps. Les gars, attends, je vais m'asseoir correctement. On va parler entre adultes. J'invoque les adultes de mon chat. Les mecs, on est d'accord que vous me suivez depuis longtemps. On est d'accord que vous voyez comment la police fonctionne en France. Vous voyez que la police n'a jamais été aussi politisée que maintenant. On est d'accord, les frères. On n'est pas aveugles. On peut pas venir me dire en stream que les policiers sont neutres, s'il vous plaît. Politiquement parlant, on le voit, on est spectateur de comment la police fonctionne en France. Elle a toujours été politisée, frère. Bah oui. Bah du coup, Ney Ney. Tous les policiers, pour moi, tous les policiers, c'est des raclures. Je suis désolé de le dire, tous les policiers sont pas bons. Je suis désolé, les gars, je suis désolé. J'avais un peu un avis mitigé il y a 3-4 mois, mais avec ce qui s'est passé ce week-end, c'est mort, c'est terminé, frère. C'est terminé, gros, c'est terminé. Ah non, c'est terminé, frère. Non. Tu vois les syndicats majoritaires d'extrême droite, c'est pas des flics qui en majorité votent pour eux. Bah moi je sais que le policier que j'avais reçu en stream et dans les derniers sondages qui ont filtré, bah pendant la présidentielle l'année dernière, bah les policiers votaient extrême droite. Extrême droite, ouais, ils ont voté Marine Le Pen ou Zemmour. On l'avait reçu en plus le policier sur mon stream. On l'avait reçu. Ah ouais. Il s'est passé quoi ce week-end, Senko? En gros, ce qui s'est passé ce week-end, c'est des policiers qui ont décidé de faire le service minimum parce que un des collègues à eux a été incarcéré temporairement. Genre là, il y a une décision de justice où il est provisoirement incarcéré en attendant son procès. Les policiers ne sont pas contents parce qu'on a entre guillemets le droit à l'erreur, excusez-moi, le droit à l'erreur, et du coup, il faut le libérer. Non? Non. Et du coup, ça remet en cause le fait que les policiers
il rentre dans la séparation des pouvoirs en mode les policiers veulent interférer dans les décisions de justice de la part des juges et ça c'est l'une des plus grosses dingueries de la démocratie française. Donc non, non merci. non. Merci Estico pour le sub, merci mon gars. Jure un nouveau sub. C'est des ouf les policiers, hein. C'est vraiment des ouf, hein. Vraiment. Les forces intérieures N'importe quoi. républicaines de ce pays, je pense que à la fois le directeur général de la police nationale, c'est plus facile pour moi de le dire qui suis un porte-parole sans une responsabilité officielle au sein du gouvernement, même si je parle au nom de la majorité. Je pense qu'il a peut-être un petit peu mordu la limite, mais je pense que dans son esprit, et c'était peut-être le but, c'était de canaliser quelque chose qui était un début de colère. D'évidence, ça ne marche pas. Je pense que peut-être ça a permis de remettre les choses en place, parce que le président est venu avec, encore une fois, et on n'a pas besoin de s'agiter comme d'autres, pour faire force de loi, nul n'est au-dessus de la loi. Mais et deuxièmement, ce qui s'est passé maintenant et ce qui se passe maintenant, et je termine, on voit bien qu'il y a une petite... Ils sont plus du tout sur cette histoire de détention provisoire. Après, chacun pense ce qu'il veut et dans les boucles. Moi, je suis pas comme vous à surveiller les boucles des policiers. Chacun fait ce qu'il veut. C'est des journalistes qui le font. D'autre part, oui, je lis la presse comme vous. D'autre part, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'entends de la part des responsables syndicaux de la police et des policiers eux-mêmes, c'est des revendications tout à fait légitimes. Ils ont droit aussi de demander des modifications législatives, peu importe si je suis d'accord ou pas. Ils ont droit de demander des moyens. Ils ont droit de revendiquer dans le cadre légal des syndicats ce qu'ils pensent être utile et besoin et d'avoir différent face à la justice. Dans l'exercice de leur demandé, pour le coup, vous verrez que le gouvernement on n'y répondra pas. Ce qui est demandé là-dessus, on ne peut pas, on ne peut pas il parle trop le mec là. Enlever aux policiers des droits qui sont aussi leurs droits d'expression syndicale dans le cadre de leur droit de travail. Et je pense qu'il faut en rester là. Bah attends, mais moi j'ai pas la réponse de David Guiraud là. Ma dose de réac politique, les gars. Non, il me faut ma dose de réac politique. Là, il y a Elisabeth Léborgné qui va parler aux Français. Attends. On a le son à fond. En direct on est connecté, sur BFM les gars. TV, la première interview depuis le remaniement de la première ministre Elisabeth Borne qui a choisi notre antenne pour s'exprimer. Il y a beaucoup de dossiers sur la table. On les a évoqués à l'instant. Il est temps d'aller à Matignon retrouver Néla Latrousse. Elle est trop nulle cette journaliste, hein. Bonsoir Elisabeth Borne. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans votre bureau à Matignon, où vous êtes installée il y a 14 mois, lorsqu'Emmanuel Macron vous a nommé Première ministre. Alors c'est en mai dernier, la semaine dernière, il vous a renouvelé sa confiance et c'est la première fois que vous prenez la parole depuis. Merci d'accorder cette première prise de parole à BFM TV. Vous nous direz dans quelques instants ce que vous voulez faire des mois à venir, vos priorités, celles de votre gouvernement pour la rentrée notamment. Et puis vous nous direz tout aussi sur la réalité de votre relation avec le chef de l'État. Il faut comprendre que ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais d'abord ce mouvement qui s'étend dans la police. Depuis la mise en détention provisoire d'un officier de la BAC à Marseille, accusé d'avoir passé à tabac un jeune de 22 ans. Vous avez pris la parole. Elle est enceinte. Sur ce mouvement, le président aussi, le garde des Sceaux. Elle est enceinte. Le directeur de la police nationale, Frédéric Vaux, est lui allé un peu plus loin que vos prises de parole, en estimant sur le fond que la justice doit tolérer des erreurs d'appréciation d'un policier lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que c'est la position? La justice doit accepter les erreurs d'appréciation des policiers. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Ah mais c'est quoi ces déclarations de merde qu'on a en ce moment là? Des déclarations pro-policiers là? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça accepter des erreurs d'appréciation genre? Du gouvernement, est-ce que même quand il y a faute ou erreur grave, un policier ne doit pas aller en détention provisoire? Alors moi je l'ai dit, hein, j'entends l'émotion des policiers et je pense qu'il faut que chacun ait en tête la difficulté de la tâche de nos policiers, de nos gendarmes, qui ont été mis à rude épreuve, notamment avec les violences du début du mois. Mais il y a aussi un principe important en démocratie, c'est l'indépendance de la justice, et il faut que la justice puisse faire son travail sereinement. Mais les propos du directeur général de la police, pour vous, ils contribuent à amener la sérénité de ces débats? Enfin, moi, j'entends qu'il est dans son rôle de marquer son soutien aux policiers, et je pense tous les Français sont conscients du rôle essentiel des policiers, des gendarmes pour nous protéger. Wesh les gars, dites pas des messages bizarres sur le stream s'il vous plaît, sinon c'est banni, hein. Attention, hein. Regarde sa tête de nanani, ça on n'accepte pas les gars. Faites attention à ce que vous dites s'il vous plaît, ce serait sympathique. Ensuite, il y a des procédures qui sont en cours, une enquête qui est en cours et la justice doit pouvoir faire son travail, je le redis, sereinement et en toute indépendance. C'est-à-dire que ça... Mais moi ce qui me fait mal avec les policiers les gars, c'est que la justice, on sait...
bon, on sait entre guillemets, hein, et indépendante. Les policiers, ils veulent quoi de Macron? Ils veulent que Macron, il intervienne dans le dossier. Mais il va jamais intervenir dans le dossier. Il y a la séparation des pouvoirs, ils peuvent respecter ça ou pas, les policiers? À défaut de éborgner les gens, à défaut de matraquer des jeunes, à défaut de tuer des jeunes, est-ce qu'ils peuvent au moins respecter les procédures, s'il vous plaît? Je demande que ça, quand même. Je crois que Elisabeth Borne, elle va dire, libérez-moi ce mec, nanana, elle a pas le droit de faire ça, wesh. La justice, elle est indépendante, mon gars. Attends. Un appel au calme que vous lancez aussi la séparation des pouvoirs. Que peut-être les réactions enflammées qu'on a pu voir, on a pu entendre un Jean-Luc Mélenchon, par exemple, parler de sécession factieuse des policiers, que ça ne contribue pas tout cela à la sérénité du débat. Je pense que Mélenchon, c'est un Jean-Luc Mélenchon, comme d'habitude, il essaye d'attiser des colères. Et je pense que ce qui est important, je vous dis, c'est à la fois un soutien très fort à nos policiers, à nos gendarmes, à nos sapeurs-pompiers, qui ont une mission qui est à la fois essentielle et difficile, et en même temps, dans une démocratie, un principe intangible qui est l'indépendance de la justice, la nécessité que la justice puisse agir en toute sérénité. Vous évoquez le principe, l'absence de commentaires sur le fond de ce que dit Frédéric Vaux sur le fait que les policiers ne doivent pas aller en détention provisoire. C'est de la prudence de votre part? C'est parce que moi, je ne suis pas là, vous savez, pour commenter des braises sur le feu? Je ne suis pas là pour commenter les propos du directeur général de la police nationale. Oh, elle perd ses couilles. Ce qui me semble oh, elle perd ses couilles. Elle veut pas commenter ce que le directeur national de la police, nanani, je sais pas quoi, le directeur général. Oh là là. Mec, c'est littéralement la big boss, wesh. Elle est au-dessus du directeur général de la police et elle veut même pas commenter ce qu'il a. Ah, c'est trop une dinguerie comment il perd ses couilles, le gouvernement. Important, c'est à la fois rendre hommage à nos forces de l'ordre et évidemment, dans une démocratie, de s'assurer que tout le monde respecte l'indépendance de la justice. Qu'est-ce qui peut ramener le calme et la sérénité maintenant? Est-ce que ça doit passer par une rencontre, par exemple, avec les syndicats de policiers? Le ministre de l'Intérieur appréciera ce qui est nécessaire. J'ai entendu aussi le préfet de police dire aux policiers à quel point il les soutient et en même temps à quel point leur rôle est essentiel, qu'ils comptent sur eux pour accomplir leur mission. Et je pense que c'est effectivement la bonne ligne. Le ministre de l'Intérieur, son silence pour l'instant, est-ce qu'il faut l'interpréter comme une divergence de ligne? Alors, je pense qu'il ne vous a pas échappé que le ministre de l'Intérieur est assez loin d'ici, en Nouvelle-Calédonie, mais il rentrera... Le chef de l'État, effectivement. Absolument. Mais tout le monde est sur la même ligne. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas je vous confirme qu'on est tous sur la même ligne, à la fois un soutien à nos policiers, un soutien à nos forces de l'ordre. Oui, le soutien en question. Puisse se dérouler en toute sérénité, et on porte tous ce même message. Il y a un grand défi qui va se poser aux forces de l'ordre dans un an, jour pour jour. Ce sera la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Est-ce que vous êtes en mesure de garantir à un an de ces Jeux que la sécurité des Français, des athlètes, sera garantie? Alors d'abord, je pense qu'il faut aussi redire que ces Jeux Olympiques, ça doit d'abord être une très belle fête pour notre pays, et on souhaite tous que nos athlètes ramènent beaucoup de médailles, mais cette très belle fête, elle commencera par une cérémonie d'ouverture qui est tout à fait inédite. Très ambitieuse. Qui n'est pas dans un stade, comme ça se passe habituellement, mais sur la scène. Je peux vous... Putain, ils vont faire une cérémonie d'ouverture sur la scène. Mais c'est du jamais vu dans les JO, je crois. Hein. Ambitieux, la France, hein. Très ambitieux, ce qu'ils vont faire, hein. Le pire flop de l'histoire, ben franchement, s'il y a un flop au niveau de l'ouverture, de l'ouverture des Jeux, genre je sais pas moi, un bateau qui tombe en panne ou je sais pas un drapeau qui tombe dans la Seine, mec, ce serait trop une dinguerie, genre, ce serait trop une dinguerie. D'assurer qu'on s'y prépare. Il y a eu une répétition la semaine dernière, et puis bien évidemment, là aussi, le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, toutes les forces de l'ordre se préparent pour cet événement, et je peux vous assurer que nous serons prêts pour accueillir dans des bonnes conditions les Jeux Olympiques. L'idée, c'est d'éviter de revoir ce qu'on a pu voir pour la finale de la Ligue des Champions. Ça n'arrivera pas. Je pense qu'on a tiré tous les enseignements de ce qui s'est passé, et je vous dis, le travail, il est engagé depuis des mois. On a même fait voter une loi sur les Jeux Olympiques qui a été très largement votée, et qui est l'une des lois qui a été très largement votée au Parlement pour donner des moyens supplémentaires, par exemple pour détecter les mouvements de foule. Et on a tous les outils à notre disposition. Il y a beaucoup de préparation, beaucoup de mobilisation pour que ce soit une grande fête du sport, une grande fête pour tous les Français. Qui sera la garantie donc, de la sécurité, notamment, si je comprends bien ce que vous me dites. J'en viens, Elisabeth Borne, à ce nouveau gouvernement.
qui a encore été réunie ce matin à l'occasion du dernier Conseil des ministres de l'année. Vos ministres, 8 entrants, 8 sortants, beaucoup plus de politique et moins de société civile. Si je devais paraphraser une expression qui avait été utilisée par Emmanuel Macron, est-ce que ce gouvernement, c'est la fin des amateurs ? Alors d'abord, moi je voudrais rendre hommage c'est la fin des amateurs qui se sont fortement engagés tous ces derniers mois pour mettre en œuvre le programme du président de la République, le projet pour lequel il a été élu, qui ont vécu une année très intense. Et je remercie tous les ministres qui se sont engagés à mes côtés ces derniers mois. Réponds à la question. Comme vous l'avez vu, on a souhaité faire avec le président de la République quelques ajustements. Ouais, c'est bizarre quand même. Macron, il a dit ça. Hein. Il a dit c'est la fin des amateurs. Il a littéralement dit ça. Donc il trouve que la société civile, c'est trop amateur. Du coup, il a recruté que des mecs qui ont un bagage politique, un vrai bagage politique. Pour tirer aussi les conséquences d'une situation politique qu'on a pu mesurer tout au long de cette année, une situation politique qui est dure à l'Assemblée, avec des débats qui peuvent être parfois très violents. Et donc il fallait plus de politique au sein de votre gouvernement ? Écoutez, je pense que c'est important. J'avais eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, qu'on ait des ministres qui, évidemment, dirigent leur administration, puissent porter les positions du gouvernement dans le débat public et puissent aussi aller à la rencontre de nos parlementaires, travailler avec eux, travailler avec les parlementaires de la majorité, des oppositions. Et c'est sur cette base-là qu'on a fait les quelques ajustements avec le président de la République. Pour les Français qui nous regardent, des ministres qui dirigent leur administration, qu'est-ce que ça veut dire ? Que vous preniez des décisions qui n'étaient pas forcément appliquées sur le terrain, qui avaient du mal à faire aboutir ce qu'on appelle ce dernier kilomètre ? Qu'est-ce que ça veut dire, diriger son administration ? Ce que je dis, et vraiment je rends hommage au travail, y compris des ministres... Ah, on a compris que tu rendais hommage, on a compris. Ces derniers jours. Mais je pense que c'est important, notamment sur des sujets qui sont des priorités pour les Français, que ce soit l'éducation ou la santé, qu'on ait des ministres qui répondent aux caractéristiques que j'ai évoquées, et puis qu'on ait des résultats très rapides. Il y a beaucoup d'attentes. Vous savez, moi, à chacun de mes déplacements, on me parle des déserts médicaux. Il y a beaucoup d'attentes dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup d'attentes dans le domaine de l'éducation. Et les deux ministres qui sont d'ores et déjà à la tâche sont bien conscients de la nécessité de répondre à cette attente. Puisque vous évoquez l'éducation, est-ce que les parents d'élèves qui nous regardent, vous pouvez leur assurer que leurs élèves auront tous un professeur en classe à la rentrée ? Ça a été la grande question de l'année dernière. Le manque de professeurs en classe. C'est le travail qui est fait depuis des mois, évidemment, pour préparer cette rentrée, s'assurer à la fois qu'il y a un professeur devant tous les élèves, que chaque élève Ce sera le cas aussi, c'est évidemment notre objectif, c'est tout le travail qui est fait. Il y a des ajustements qui peuvent se faire, vous savez, c'est une énorme structure, l'éducation nationale, donc il peut y avoir des ajustements qui se font jusqu'au dernier moment, mais bien évidemment... Il y aura toujours autant d'harcèlement scolaire qui vont... Enfin, les victimes d'harcèlement scolaire vont toujours passer dans le plateau de Cyril Hanouna. Hein. Je pense qu'il va encore le faire l'année prochaine, les gars. Hein. Enfin, à la rentrée prochaine. Hein. Dans les TPMP, les victimes d'harcèlement, les victimes d'harceleurs. On va encore les revoir sur TPMP, moi je te le dis, mon gars. Évidemment, notre engagement, c'est qu'il y ait un professeur devant chaque élève. Et aussi, puisque le travail du ministère de l'Éducation nationale est encore en cours. Rien n'a changé. Bah ouais, chaque rien n'a changé. A bien une classe, notamment pour l'entrée au lycée. Il y avait quelques milliers de collégiens qui n'avaient pas encore de place au lycée fin juin. Et bien évidemment, on travaille pour leur proposer un accueil dans un lycée, dans une filière de leur choix. Et ça, c'est la mission du nouveau ministre de l'Éducation nationale, donc Gabriel Attal. C'est-à-dire que là-dessus, Pap Ndiaye n'avait pas donné totalement satisfaction ? Enfin, moi, je vous renvoie à la rentrée dernière qui s'était passée dans des bonnes conditions, y compris alors même qu'on a des difficultés de recrutement. Et c'est tout l'objet des revalorisations du pacte enseignant qui avait été annoncé par le président de la République, de rendre ce métier plus attractif. Alors ça passe par plus de marge de manœuvre pour les équipes. Son fonds de commerce, bah ouais. Et c'est tout le sens, vous savez, des concertations qui ont été menées dans beaucoup d'écoles, ce qu'on a appelé les CNR territoriaux. Conseil national de la refondation. Pour que les équipes pédagogiques puissent vraiment avoir plus de marge de manœuvre. Et Gabriel Attal va continuer dans ce sens. Donc on a ce sujet de l'attractivité des métiers, du métier d'enseignant, qui est un magnifique métier, mais qui est aussi un métier difficile, qu'on va mieux reconnaître avec le pacte enseignant.
Donc vous savez qu'il a une partie qui est une augmentation pour tous les professeurs enseignants. Voilà, plus personne en dessous de 2 000 € même en début de carrière. Et puis des missions supplémentaires qui sont confiées aux enseignants. En gros, il n'y a plus aucun professeur qui va toucher moins de 2 000 €. Putain, c'est ouf. Notamment un objectif qui est le remplacement des absences de courte durée. Il y a beaucoup de parents qui peuvent être déconcertés quand un professeur est absent et il n'a pas de remplacement. Et bien précisément, dans les missions supplémentaires qui sont confiées aux enseignants, évidemment avec une rémunération à la clé, il y a le fait d'assurer le remplacement au sein d'un établissement de leurs collègues quand ils sont absents. Et votre nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, est déjà la cible de certaines critiques parce qu'il a fait toute sa scolarité dans le privé. Est-ce que ça a pesé dans le choix? Est-ce que vous avez hésité un moment à le nommer en vous disant, dans les faits, ça peut poser problème au personnel de l'éducation publique? Je pense que Gabriel Attal, il a montré qu'il a beaucoup d'énergie, qu'il a été très proche de son administration dans ses précédentes fonctions. Il va être à l'écoute des enseignants, de tous les personnels de l'éducation. Il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Tiens, il a fait toute sa scolarité en école privée. Tiens. Mais moi, les gars, je vous le dis, moi, je pense que ce sera même pas mieux que Pape Ndiaye. J'avoue que Pape Ndiaye, c'était un bon guignol quand même en tant que ministre de l'Éducation. Nationale, évidemment, à l'écoute des parents également, pour répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens. Elisabeth Borne, la semaine dernière... Ouais, mais tu vois, Magivik, moi j'ai le sentiment... Moi, je te dis ma théorie, mais peut-être que ma théorie, elle est nulle à chier. Moi, je pense sincèrement que la dégradation de l'école publique, c'est pour inciter les gens à se tourner vers l'école privée. Non, parce que là, c'est pas... Là, l'école se casse la gueule, les conditions sont déplorables côté professeur, et en plus, ils sont mal payés, pardon. Et du coup, ça dégrade aussi l'éducation des enfants. Je sais pas si c'est en rapport avec les programmes scolaires, ça m'étonnerait quand même, mais on sait très bien qu'il y a un gap entre l'école publique et l'école privée. Donc... Moi, j'avais sorti la même théorie avec l'hôpital public et privé. L'hôpital public se dégrade pour que les personnes se tournent vers les hôpitaux privés, même les cliniques, etc., etc. Ça, moi, les gars, c'est ma théorie. Après, on va me traiter de complotiste, mais merliche, c'est pas grave. Moi, j'assume. Salut, Lazare Plouf. Ça va ou quoi? Wesh, Kazouraï. On a eu le sentiment, l'impression qu'il y avait comme un flottement. Le gouvernement a tardé à être nommé entre le lundi où vous avez été confirmé ici à Matignon et le jeudi soir. La composition intégrale de ce nouvel exécutif, de ce gouvernement a été annoncée et ça a été interprété comme signe de désaccord entre vous et le président de la République. Alors évidemment, vous n'allez pas me confirmer ce soir l'existence de tels désaccords. Merci mon gars pour le sub. Au cours de ce qui a été appelé les 100 jours de l'apaisement, et dont d'ailleurs le terme arrive... dont le terme est officiellement aujourd'hui, on a pu sentir comme des tensions, des crispations parfois entre les deux maisons, entre Matignon, ici, et le palais de l'Élysée, où se trouve le chef de l'État. Quelle est aujourd'hui la réalité de votre relation avec Emmanuel Macron ? Vous savez, moi, c'est assez stupéfiant de voir des commentaires, des fictions qui circulent, des commentaires pour dire que c'est long de prendre 48 heures pour constituer un gouvernement. Je pense que c'est normal, que ça prenne un peu de temps, qu'on prenne le temps avec le président de la République d'échanger sur les ministres qu'on veut faire rentrer au gouvernement. C'est des choix importants. Vous dites c'est surinterprété que d'appeler ça des désaccords. Non, c'est pas de la surinterprétation. Là, je pense qu'on est dans les fables, dans les fictions qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Je peux vous assurer qu'on a travaillé très directement et on a beaucoup échangé, évidemment, avec le président de la République pour constituer le gouvernement. C'est normal qu'on prenne du temps parce qu'il y a des équilibres à respecter. Il y a d'abord la parité, qui est évidemment un enjeu qui me tient à cœur. Il y a des équilibres politiques entre les différentes composantes de la majorité. Il y a des équilibres géographiques. Et puis, on prend le temps de chercher les meilleurs profils. C'était le temps qu'il fallait pour avoir les... On dirait vraiment un oiseau, Elisabeth Borne. Un oiseau? Mais what the fuck? Un oiseau? Bon, vous êtes satisfait? Je pense que ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour constituer un gouvernement et avoir une équipe qui est pleinement à la tâche, que j'ai pu réunir pour... Je te jure, mais Olix, vraiment n'importe quoi. Partager les enjeux, partager la nécessité. Moi, je pense que c'est une Zumba, c'est une Zumba, le délire 10 hommes, 10 femmes. On s'en bat les couilles, frère. On veut juste des mecs compétents, c'est tout ce qui nous intéresse. C'était important pour elle, l'enjeu de la parité.
Il faut 10 hommes et 10 femmes. Ça y est, on s'en bat les couilles, gros. On s'en fout. Et de se saisir pleinement des urgences. Évidemment, de prendre du repos, parce que je n'ai pas de doute que les prochains mois seront intenses. Donc, prendre du repos, mais rester vigilant sur les urgences de l'été. On a connu l'été dernier des épisodes de sécheresse, de canicule, des incendies. On sait qu'il peut y avoir une pression forte sur les urgences. Donc, moi, j'ai rappelé à tous les ministres la nécessité d'être très vigilants sur les urgences qui peuvent apparaître, les crises qui peuvent apparaître dans chacun des secteurs. Et puis aussi la nécessité, effectivement, de préparer la rentrée. Notamment, on en a parlé, la rentrée scolaire. Mais il y a aussi d'autres sujets importants qui vont venir. Sur lesquels on va revenir. Je reviens tout de même sur votre relation avec le président de la République. Au cours de ces 100 jours, régulièrement, on vous a dit partante de Matignon. Et pourtant, vous êtes là. Comment est-ce que vous avez eu à convaincre le président ? Je peux vous assurer que j'étais au travail, sans me poser des questions, en entendant parfois des commentaires. Doute, d'incertitude pendant ces 100 jours ? Avec toute l'équipe gouvernementale, pendant ces 100 jours, on a répondu à l'objectif qu'on s'était fixé avec le président de la République, de montrer, en sortie d'une réforme des retraites qui avait pu créer de la tension dans le pays, qu'on était pleinement à l'écoute des préoccupations des Français, qu'on a voulu accélérer pour répondre à ces préoccupations, que ce soit sur les questions d'ordre public, que ce soit sur l'amélioration de nos services publics, je l'évoquais, la santé, l'éducation, sur la transition écologique, sur tous ces sujets, le plein emploi, notamment la réindustrialisation. Sur tous ces sujets, les chantiers ont été engagés. On a eu, par exemple, sur la réindustrialisation, des annonces très importantes de relocalisation d'industrie dans notre pays. On poursuit ces objectifs et on avance. Mais est-ce que vous, personnellement, Elisabeth Borne, je vous demande comment vous avez vécu en tant que femme ces 100 jours. Vous n'avez pas eu de doute, alors même que, et vous l'avez reconnu, certains briguaient votre place, faisaient campagne pour devenir Premier ministre. Je pense que c'est assez classique. Darmanin, on te parle, Darmanin. Vise le poste de premier ou de première ministre. Moi, je peux vous dire que je suis à la tâche. Je me lève le matin avec un objectif, être au service de mon pays et répondre aux attentes des Français. Par exemple, je reviens sur ceux qui ont pu briguer de votre place. Il y a une notoriété publique que Gérald Darmanin, par exemple, a pu s'imaginer à ce même bureau. Est-ce que ça les mots sont lâchés, là. relation avec le ministre de l'Intérieur, ou est-ce que vous dites c'est le jeu de la politique ? Vous savez, moi, je ne vais pas commenter les commentaires. Je peux vous dire qu'avec Gérald Darmanin, avec Éric Dupond-Moretti, on a été très mobilisés, notamment pendant les violences que notre pays a connues au début de ce mois. Et je pense que cette mobilisation et ce travail collectif, c'est bien ce qui est important dans un gouvernement. Si on a pu surmonter ces moments de violence parce que le ministre de l'Intérieur était pleinement mobilisé, que le garde des Sceaux a mobilisé aussi les procureurs pour qu'on ait une réponse à la hauteur, que le ministre en charge des collectivités territoriales a été aux côtés des élus, et c'est comme ça qu'on a pu surmonter en urgence cette crise et qu'on continue à travailler, comme le président de la République l'a souhaité, pour apporter des réponses structurelles. Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur votre relation avec le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça a pu être tendu entre vous ces derniers temps parce que, précisément, s'était posé la question ? Le ministre de l'Intérieur, il est pleinement au travail. Il s'est mobilisé remarquablement au moment de ces violences. Moi, c'est ce que j'attends de chacun des membres de mon gouvernement. J'ai le souvenir, Elisabeth Borne, il me semble que depuis votre nomination, donc depuis 14 mois... Ouais, c'est ça, Jacques. En vrai, c'est chiant à interviewer Elisabeth Borne. Elle répond soit à côté, soit elle répond avec une sorte de flegme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle répond Elle répond pas franchement à la question. Très régulièrement, elle arrondit les angles. Une première ministre sur la sellette. C'est dur à interviewer. En sursis, condamnée. Est-ce que vous vivez comme tel ? Moi, vous savez, je ne passe pas mon temps à lire les commentaires, je le redis. Je suis pleinement à ma tâche. Ça ne vous affecte pas du tout ? J'ai une histoire personnelle qui fait que, vous savez, ces petites attaques qu'on peut parfois voir dans les médias, ça me semble assez dérisoire. Et que quand on est Première ministre, d'abord c'est un honneur de pouvoir servir son pays. Moi, je suis pleinement à ma tâche avec une seule volonté, mettre en œuvre le programme sur lequel le président de la République a été élu, avancer au service de mon pays, au service des Français, avec une préoccupation, et je pense que c'est aussi une attente forte de nos concitoyens, qu'il y ait des résultats tangibles
Et c'est aussi comme ça qu'on lutte contre les populismes. Avant d'évoquer la question de l'inflation qui se maintient comme première préoccupation des Français dans l'ensemble des enquêtes d'opinion, encore la semaine dernière, dans l'enquête ELAB pour BFM TV, j'évoquais votre longévité à ce poste, à ce bureau. Est-ce qu'au terme de cette année, 1 an et 2 mois, vous diriez que les Français vous connaissent mieux ? Écoutez, j'espère qu'ils ont eu l'occasion de me connaître. C'est vrai que je ne suis pas forcément extrêmement expansive, mais je pense qu'ils ont pu voir que j'étais à ma tâche, voilà, je pense de façon assez intense, y compris dans un contexte politique qui est assez inédit, avec une majorité relative, qui ne nous a pas empêchés de faire adopter 49 textes sur des sujets qui sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Textes. Vous savez, on avait démarré par un texte précisément... Ils ont fait passer 49 textes. Attention, 49 les gars, 49. Comme par hasard ce chiffre. Sur le pouvoir d'achat. Attends, je vais baisser mon volet. On a avancé sur un autre sujet, une autre crise qu'on a connue sur l'énergie pour renforcer l'indépendance énergétique de notre pays. Donc 2 textes. Malgré tout, les prix vont augmenter de 10% au 1er août sur l'électricité. Alors, 49. On a mis en place, vous savez, un dispositif qui est unique en Europe pour protéger les Français face à la hausse des prix de l'énergie. Et malgré la hausse de 10%, effectivement, qui est prévue à partir du 1er août, on continue à prendre en charge 40% de la facture des Français. Donc je pense que c'est important de protéger le pouvoir d'achat des Français. Il est vrai ce mensonge, Elisabeth. Le bouclier tarifaire, c'est 40 milliards d'euros. Et on doit aussi tenir compte de la nécessité de maîtriser nos dépenses, de ne pas aggraver notre dette, de réduire notre déficit. Et c'est ce qu'on essaye de faire, de concilier au mieux avec cette hausse qui est prévue au 1er août. Donc la rentrée sera encore Laisse-moi tranquille, pour les Français. Je pense, moi je voudrais peut-être rassurer les Français sur le fait que tout le monde converge sur le fait que... Ah les gars, j'ai une question premier degré les gars. J'ai une question premier degré. Ça vous manque TPMP ou pas? En vrai de vrai, dites juste oui ou non. Vous dites juste oui ou non. Est-ce que TPMP vous manque? Sans doute le pic de l'inflation. L'ajout verbal. On attend L'ajout beaucoup verbal. des négociations qui sont en cours entre les industriels et la grande distribution. Vous savez que le ministre de l'économie, Olivia Grégoire aussi, la ministre déléguée à ses côtés, ont beaucoup insisté pour que les industriels qui avaient répercuté des hausses... encore que les prix baissent, ça veut dire? Nous comptons sur les négociations qui sont en cours entre les industriels et la grande distribution pour voir des baisses de prix. Les matières premières qui avaient beaucoup augmenté ont baissé. Ça doit se retraduire directement dans les rayons des supermarchés. Donc ce soir, vous ne dites pas aux Français il va encore falloir se serrer la ceinture, si je comprends bien. Je dis aux Français que je suis très consciente de la difficulté. Ils sont toujours élevés les prix. Avec Par contre, les gars, c'est une dinguerie quand même. Je sais pas s'il y en a qui ont le permis. Bon, déjà, j'ai perdu des points sur mon permis, il m'en reste 8. Il me reste 8 points sur 12, mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Les mecs, l'essence à 2 €. Genre, l'essence à 2 €, ils sont où les gilets jaunes, là? Les gilets jaunes, ils ont manifesté quand l'essence est à 1,75 € ou 80. Là, l'essence est à 2 €, frère. C'est devenu banal. À quel moment on a accepté ça, wesh? À quel moment on a accepté ça? C'est devenu normal, c'est dans notre quotidien. Ils l'ont normalisé, genre, je te jure. Je te jure, non, c'est abusé, ah là là. L'inflation très forte, ça fait mal quand même. Connue depuis des décennies dans notre pays. GG Lovely. Je rappelais, c'est le premier texte qui a été voté après les élections législatives, un texte sur le pouvoir d'achat. On reste très mobilisé avec un bouclier tarifaire qui nous permet de prendre en charge encore 40% de la facture d'électricité des Français. Et je pense qu'à partir de la rentrée, on va voir un ralentissement de cette inflation, donc une baisse des produits, notamment suite aux renégociations qui sont en cours. Et ce bouclier, il va être levé progressivement à partir de l'année prochaine. Est-ce que ça veut dire qu'il faut l'adapter, le réserver aux plus modestes, ou est-ce qu'il sera levé d'un coup? C'est-à-dire que du jour au lendemain, cette protection n'existera plus et il faudra payer les prix de l'électricité au prix du marché, en fait. Vous savez qu'il y a des dispositifs qui sont prévus pour les Français les plus modestes, le chèque énergie, notamment pour les 20% de Français les plus modestes. Donc ces dispositifs, ils vont être maintenus. Et puis, je pense que ce qui est important aussi... Au mois de septembre, Morose. On accompagne, et on va accompagner encore davantage les Français dans la rénovation de leur logement. Je te jure, Wilké, ils sont contents que la hausse baisse. Ils devraient même pas être contents, c'est juste normal, genre. Tu dois même pas avoir un sourire en mode ça a baissé. Bah c'est juste normal en fait, c'est juste normal. Putain, c'est une dinguerie, wesh. Oh là 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 là.
Je suis nouvelle ici, donc on verra quand TPMP reviendra. Ça revient le 3 septembre, les mecs, je crois. Le 3 septembre. On va quasiment doubler en 2024. Non, le 4, je crois que c'est le 4. La rénovation des logements, parce que c'est aussi la bonne façon de pouvoir faire des économies, d'avoir des factures de chauffage, par exemple, moins élevées. Donc on va continuer à agir pour les Français et pour leur pouvoir d'achat. Vous évoquiez le coût du bouclier tarifaire pour les finances publiques. On entend dire que l'année prochaine, il va falloir faire des efforts, que tout le monde devra faire des efforts. Est-ce que ça veut dire que vous préparez, que votre gouvernement prépare un budget d'austérité ? Alors je pense que, vous voyez, quand on investit autant pour nos armées, pour nos policiers, nos gendarmes, pour la justice, quand on investit autant dans la santé, dans l'éducation, dans la transition écologique, je pense qu'on ne peut pas parler d'un budget d'austérité. C'est un budget qui répond aux priorités des Français, qui sont très attachés à leur sécurité, qui sont très en attente d'avoir des réponses sur le dérèglement climatique et donc sur la transition écologique, qui attendent des réponses en termes de santé et d'éducation. Donc ce sont nos priorités. Et naturellement, moi j'ai demandé à tous les ministres de réfléchir aussi au redéploiement, aux marges d'économie. En fait, il faut savoir un truc, les gars, tout ce qui est chèque énergie, le panier anti-inflation, etc. Enfin, surtout les chèques, les économistes disent que c'est très bien à court terme, mais donner des chèques comme ça à gauche à droite sur le long terme, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Ça va pas améliorer le quotidien des Français, on va dire. Qui pouvaient dégager c'est l'État qui va faire des efforts ou Bien c'est sûr tous que les l'État Français doit faire des efforts. C'est d'abord l'État, chaque ministre, qui doit réfléchir aux marges de manœuvre, identifier des marges de manœuvre pour nous permettre de financer ses priorités. Et les Français aussi, peut-être ceux qui s'inquiètent, qui se disent est-ce que les impôts vont augmenter, est-ce qu'il va y avoir plus de taxes ? Vous savez, il y a une ligne qui est très claire depuis l'élection en 2017 d'Emmanuel Macron, c'est qu'on baisse les impôts. Il n'est pas question d'augmenter les impôts, on va continuer sur cette même ligne. Ce budget, vous évoquez la majorité relative, le contexte politique, on sait que vous avez été un peu réticente à l'idée d'activer le 49. Mais tu sais que même augmenter... Mais moi les gars, moi je vous le dis, hein, peut-être que vous allez me corriger parce que moi je suis pas un économiste en puissance, mais moi j'écoute, tu vois, moi j'écoute et j'emmagasine des infos et après j'essaie de les traiter de la meilleure des manières possibles. Même augmenter les salaires, c'est pas une bonne chose. Il y avait un économiste aussi qui avait expliqué que augmenter les salaires peut indirectement, on va dire, entre guillemets les mecs, entre guillemets, hein, tu augmentes les salaires, ça peut faire couler l'entreprise. Littéralement, si c'est des TPE, si c'est des PME, etc., ça peut faire couler l'entreprise. Non seulement ça peut faire couler l'entreprise, mais si tu augmentes les salaires, le grand distributeur, enfin la grande distribution et les producteurs ne vont pas forcément baisser le prix. Donc l'inflation sera toujours là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les mecs ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je sais pas si augmenter les salaires, c'est aussi une bonne solution. En fait, le truc, c'est que les économistes, ils ont chacun leur méthode pour dire, pour essayer d'apporter leur élément de réponse pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Mais mec, à force d'écouter 10-15 économistes différents qui n'ont pas les mêmes méthodes, c'est compliqué quand même. Hein. C'est un peu compliqué. Mais, il y a moyen de trouver un économiste qui va te dire oui, c'est une bonne chose d'augmenter les salaires. Il y a deux écoles, voilà, exactement. Estico, ouais, le pseudo, what the fuck. Il y a deux écoles. Il y en a qui vont te dire que c'est bien aussi. Il n'y a pas de vérité absolue. Non, mais je suis d'accord avec toi, Amine. Hein. Je suis d'accord avec toi. 3 sur la réforme des retraites. S'il n'y a pas de majorité, est-ce qu'il faudra des 49.3 ? Est-ce que vous irez sans état d'âme, disant il faut voter ce budget ? Je n'ai aucun état d'âme sur le fait que notre pays a besoin d'un budget. Je suis aussi consciente que pour les oppositions à l'Assemblée nationale, voter le budget, c'est considéré comme appartenir à une majorité. Donc je ne pense pas effectivement que cette année, pas plus que l'an dernier, les oppositions viendront soutenir notre budget. Et il y a des outils prévus dans notre Constitution, précisément, pour que notre pays puisse avoir un budget. Oh là 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 là, elle le dit d'avance, hein. Elle dit d'avance qu'il y aura le 49.3 pour le budget. Le budget 2024, il y aura un 49.3, mesdames et messieurs. C'est dit, c'est lâché, c'est dit. Évidemment, indispensable pour son fonctionnement. Donc, je continuerai à prendre mes responsabilités. Voilà. Conformément aux outils que la Constitution nous donne. Voilà. Je reviens sur les économies. Je n'ai pas très bien compris. Donc l'État va un petit peu faire des efforts en regardant où est-ce qu'il peut serrer un peu la bride, dépenser moins, tout en protégeant, j'ai entendu, hein, le régalien, l'armée et la les forces santé, de l'ordre, l'éducation, la transition écologique. Mais alors, les économies, elles se font où ?
Par exemple, vous savez, on a un chômage qui a beaucoup baissé depuis 2017. On est encore à 7% de chômage, mais on a un chômage qui a beaucoup baissé. Naturellement, les dépenses, par exemple pour la formation des demandeurs d'emploi, il est logique qu'on puisse dégager des économies sur des dépenses de ce type-là. De la même façon, les contrats aidés, notamment dans les entreprises, on peut se dire aujourd'hui, quand les entreprises sont confrontées plutôt à des difficultés de recrutement, il n'y a plus forcément besoin d'avoir des aides, des contrats aidés pour les entreprises. Mais on continue à investir, évidemment, pour aller vers le plein emploi. On continue à investir dans l'apprentissage. Et on va aller toujours dans ce sens de... Ouais, je sais, MKB, je sais. En fait, moi, ça me choque même pas qu'elle va utiliser le 49.3 pour le budget, parce qu'en fait, comme c'est une majorité relative et qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas voter pour le budget, parce qu'elle a dit elle-même, hein, si tu votes le budget, tu appartiens en quelque sorte, entre guillemets, à la majorité. Donc évidemment, les gens, ils vont pas rallier Elisabeth Borne. Elle a une seule solution, le 49.3. Donc faut pas être débile, tu vois. Il y a un mec dans le chat tout à l'heure qui a dit « Ouais, on accepte ça, c'est pas normal, etc. » Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Il y a des armes de la Constitution. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Nous, on peut être consternés, mais elle, de son côté, elle a pas le choix. Elle a pas le choix, tu vois. N'importe quel gouvernement l'aurait fait, exactement ce Manès. Faut pas être faux cul, les mecs. Hein. Si, par exemple, c'était Jean-Luc Mélenchon à la place de Elisabeth Borne, à la place de Macron, il y a son Premier ministre, je sais pas moi, son Premier ministre, Mathilde Panot. Mathilde Panot, elle voit que les gouvernements de droite, extrême droite, ne veulent pas rallier le budget, Mélenchon, il déclenche l'article 49.3 parce que le pays doit continuer à avancer. C'est tout, c'est comme ça, genre... ils utilisent la Constitution à bon escient. Ou à mauvais escient, parce que là, pour le coup, c'est les deux faces d'une pièce, quoi. Du plein emploi, avec notamment un des premiers textes qui sera débattu à la rentrée t'es pas bête, toi, je t'aime bien, toi. Nationale, qui est le texte en plus, sur le plein emploi, t'es sub, je avec t'aime bien. la mise en place de France Travail, donc qui permet de mieux accompagner les demandeurs d'emploi, et notamment les bénéficiaires du RSA, pour aller vers le plein emploi. Elisabeth Borne, vous étiez hier au Havre, aux côtés d'Édouard Philippe. En fin de semaine, c'est François Bayrou, un autre allié de la majorité, auprès de qui vous serez à Pau. Est-ce que, après ces mois mouvementés, c'est le moins qu'on puisse dire, il y avait un besoin aussi de resserrer la majorité? Alors, de resserrer, je ne dirais pas ça, mais vous voyez, en tant que chef de la majorité, hein, le Premier ou la Première ministre est chef de la majorité, pour moi, c'est très important d'échanger régulièrement avec les différents... partis qui composent la majorité. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Édouard Philippe. Vous l'avez dit, je verrai François Bayrou dimanche et puis Stéphane Séjourné la semaine prochaine. Patron du Parti Renaissance. C'est effectivement important qu'on échange régulièrement. On le fait à chaque fois qu'il y a une décision importante. Et c'est aussi un plaisir pour moi de pouvoir les rencontrer dans un moment où peut-être il y a un petit peu moins de pression que ces derniers mois, et de pouvoir partager avec eux les enjeux de la rentrée. Vous avez pu parler avec Édouard Philippe de ces mots très gentils du chef de l'État à son égard depuis la Nouvelle-Calédonie, qui le cite comme un potentiel successeur. Alors on n'a pas parlé de... Vous n'avez pas parlé. On n'a pas parlé de ça. Mais vous le voyez, vous, comme une des personnalités capables de prendre le relais, Édouard Philippe, en 2027? Édouard Philippe a évidemment des très grandes qualités d'homme d'État. Aïe, la publicité commence, les gars. Hein. Là, vous le voyez bien, les mecs, hein, les médias qui vont commencer à dire « Ouais, Édouard Philippe 2027, est-ce que c'est possible, nanani ?» Là, les médias, on sait très bien que les médias, à part CNews, les médias, ils veulent qu'un candidat de droite, mais pas la droite de Éric Ciotti, mais plus la droite de Macron, doit succéder à Macron. Donc, ils vont commencer leur stratégie de communication pour ériger le candidat Édouard Philippe et le rendre sympathique. Ils veulent rendre Édouard Philippe sympathique. Mais les gars, faut pas oublier que Édouard Philippe, c'était le Premier ministre qui a nominé Castaner, l'éborgneur. C'est lui qui a fait plein de dingueries avec le Covid, avec le vaccin. Faut pas oublier toutes les dingueries qu'il a fait, Édouard Philippe. Faut pas oublier, les mecs. Non. Les gars, faut pas avoir la mémoire courte sur Édouard Philippe. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Ça va être un genjutsu si Édouard Philippe passe, c'est la continuité de Macron, mesdames et messieurs. C'est la continuité de Macron. Peut-être même en pire. Vu comment son gouvernement était catastrophique, peut-être même en pire.
Je pense qu'on n'est pas du tout, c'est pas du tout un sujet d'actualité. Vous savez, c'est Macron qui a ouvert cette page. C'est loin. Je pense qu'il a répondu à une question qui lui était posée. Les gens, ils aiment trop oublier, je te jure. Moi, j'ai une rentrée en ligne de mire sur laquelle je souhaite qu'on soit, avec mon gouvernement, totalement mobilisé au service des Français. Et vous, comme ces derniers mois, vous avez montré une résilience que certains, peut-être, ne vous connaissaient pas. Est-ce que vous y pensez à la suite ? Après, je préfère ça à Darmanin qui serait chaud pour l'Elysée. Mais moi, je l'ai toujours dit, Cosmic. Hein. Darmanin, il est présidentiable. Mais faut pas que Édouard Philippe passe. Ni Darmanin, ni Édouard Philippe. Faut peut-être une vraie gauche réunifiée. Et c'est tout, frère, c'est tout. Même Gabriel Attal, je serais contre. Alors moi, je pense à la suite, à la rentrée suite de 2027, et aux prochains mois. Vous voyez, où on a notamment un conseil de planification écologique au mois de septembre. On a des échéances très importantes. Mais 2027, c'est pas un sujet pour vous? Moi, je suis concentré sur l'action de mon gouvernement, sur les sujets qu'on a apportés très importants. Je vous disais, un conseil de planification écologique, ça fait des mois qu'on y travaille. Comment atteindre nos objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un travail énorme qui a été fait. Je voudrais saluer là aussi l'action des ministres dans ce domaine-là. Et il faut maintenant qu'on puisse présenter aux Français la feuille de route complète pour tenir nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 2027, vous me dites, je n'y pense pas aujourd'hui, ni pour moi, ni pour mon camp. Est-ce que je vous confirme que je suis au travail. Est-ce que toutefois, vous vous dites que le candidat qui représentera la succession d'Emmanuel Macron en 2027 sera forcément face à Marine Le Pen? Alors, je ne peux pas considérer que c'est inéluctable, vous savez, moi... Mais wesh, mais c'est quoi cette question? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Oh là là! Non mais c'est qui cette journaliste, sérieux quoi? Genre ça propulse déjà Marine Le Pen peut-être au second tour de la présidentielle là, ou j'ai mal écouté? Oh là 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 là! Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont pu voter Rassemblement National, peut-être parce qu'ils trouvent que les choses ne bougent pas assez vite, qu'on ne répond pas suffisamment à leurs attentes, qu'on n'apporte peut-être pas suffisamment de considération. Et vraiment, je pense que le travail que moi je souhaite mener avec mon gouvernement, c'est vraiment d'apporter ces réponses concrètes attendues par les Français. Et ma conviction, c'est aussi, et j'ai beaucoup travaillé cette année avec les associations d'élus, c'est que pour apporter ces réponses, il faut qu'on travaille la main dans la main, le gouvernement, les maires, les conseils régionaux, pour que les Français voient que la vie peut changer et qu'on répond vraiment à leurs préoccupations. Vous prenez... Putain, mon gars, ah là là, Le Pen ou Macron, c'est la même merde. Eh les gars, vous savez que... Attendez les gars, je vais vous poser une question. Pour ceux qui me connaissent bien sur le stream, vous savez pour qui j'ai voté au second tour? Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous avez connu ma consigne de vote pour ceux qui étaient là l'année dernière? Là, je parle vraiment des puristes du chat, là. Des puristes. Ah, voilà. Nerauchi, je te serre la main. Ilost, je te serre la main. Ah, là, vous voyez? Là, c'est comme ça que je vous kiffe, les gars. Là, c'est comme ça que je vous kiffe. J'ai envie de faire des putains de câlins. Il y a des mecs, en ce moment, qui attrapent ma veste sur Twitter. Pas sur Twitter, sur YouTube. On a l'habitude, les mecs. On a l'habitude. Ni raciste, ni amnésique. Je t'aime, Noah. Toi, je vais t'offrir un sub. Attends, je retiens ton pseudo. Toi, je vais t'offrir un sub. Parce que toi, t'as pas oublié ma devise. Ni amnésique, ni raciste. Il y a des mecs, en commentaire YouTube, qui pensent sincèrement que j'ai voté Emmanuel Macron. Ils pensent que j'ai voté Emmanuel Macron. Ouais, Dofla, pourquoi tu te plains? Fallait voter Marine Le Pen. Pourquoi t'as voté Emmanuel Macron? J'ai répondu au mec. Je réponds rarement sur YouTube, mais je l'ai fait quand même. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu suivais mes streams, tu savais que j'ai donné une consigne de vote, c'était voter blanc. Non, tu mens. Mais non, je suis quasiment sûr que t'as voté Macron, nanani. Tu critiques l'homme pour qui tu as voté. Mais sale crétin de tout. Sale crétin de tout. Je n'ai pas voté Emmanuel Macron. Je n'ai pas voté. Mais ouais, Nerauchi, ils veulent pas comprendre YouTube. Et comme YouTube, sur la politique, on sait que c'est un peu extrême droite, un peu, comment dire ça, un peu, pas Illuminati, mais complotiste, voilà, complotiste. Ils pensent que je cache des choses. Ouais, Dofla, je suis sûr qu'il a voté Marine Le Pen en scred. Je suis sûr qu'il a voté Macron en scred. Et en plus, il m'a répondu quoi? Il m'a dit, tant qu'on n'est pas dans l'urne avec toi, on ne peut pas être à 100% sûr que t'as voté blanc. Frère, je me suis même pas déplacé, hein. Je me suis même pas déplacé. En scred. Frère, je suis pas complotiste, je suis streamer. Je suis streamer, je fais de la politique amateur. Moi, je veux juste de la joute verbale. Je veux de la bagarre entre la droite et la gauche. Entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Je m'en bats les couilles de Macron. Je m'en bats les couilles de Marine Le Pen. Je m'en bats pas les couilles de Mélenchon, par contre. Lui, je l'aime bien.
Ouais, c'est abstention. Ouais, vote blanc, abstention. Eh, vas-y, frère. Comme le vote blanc, il est pas comptabilisé, il est pas compté, ça marche pas. C'est comme si t'étais abstentionniste en quelque sorte, tu vois ce que je veux dire? Mais allez, c'est pareil. Les gens, ils croient trop que je suis un Illuminati ou un mec bizarre. Eh, calmez-vous, YouTube. Calmez-vous. Je suis un mec qui veut juste bander sur la bagarre. La joute verbale. C'est tout, wesh. Vous avez entendu, YouTube? J'ai voté pour personne. Maintenant, si t'es pas d'accord, t'es complotiste. Non, c'est pas ça, c'est... Je dis 100% que j'ai pas voté Macron, les gens pensent que je suis un menteur. Mais moi, j'ai pas voté Macron, frère. Mais moi, je suis pas amnésique. Après toutes les dingueries qu'il a fait avec les gilets jaunes, toutes les dingueries qui s'est passées pendant le Covid, avec les anti-vax, les pro-vax, l'hydroxychloroquine, Raoult, les autres médecins, etc., etc. Vas-y, frère, tu crois que je vais voter pour Macron ou quoi, gros? Tu crois que je vais voter pour Macron ou quoi? L'affaire Benalla, et j'en passe, il y a eu plein de trucs, En plus, Hamza, Hamza, je sais pas si t'étais là, mais j'avais fait une liste de toutes les dingueries que Macron avait fait pendant son quinquennat avant de donner ma consigne de vote. J'avais dit aux viewers l'année dernière pourquoi je ne voterais pas pour Macron et encore moins Marine Le Pen. Mais il y avait une petite chance que je votais Macron, mais non. J'ai fait la liste de pourquoi je vote pas pour lui. La liste était longue. La liste, elle était longue, sa mère. Les Alstom, les McKinsey, les aéroports revendus ou je sais pas quoi, la désindustrialisation aussi de notre pays, etc., etc., pour que ce soit l'Inde ou la Chine qui produisent nos médicaments, les conflits pharmaceutiques, Benjamin Griveaux, plein de politiques qui sont mouillés jusqu'à l'os, les Darmanins. Non, c'est trop une dinguerie. Jamais de la vie, jamais. Les Uberfield, exactement aussi. Ça y est. C'est du poulet dans mes oreilles quand tu parles comme ça, Dofla. Mon gars, viens sur mes streams tous les soirs. Je vais pas retourner ma veste. Je vais dire tout le temps les mêmes trucs sur Macron, frère. Et moi, je trouve ça dommage que les jeunes ne se sont pas assez mobilisés pour voter parce qu'on sait qu'on est sur un taux... Alors, je sais pas si c'est historique. On est sur un gros taux d'abstention. Mais... l'autre erreur aussi, c'est qu'on n'avait pas une vraie gauche réunifiée. Si on avait une vraie gauche qui allait se positionner autour de Mélenchon, on aurait eu Mélenchon président de la République. Si Mélenchon aurait fait de la merde comme François Hollande, on aurait insulté sa mère. Moi, le premier, j'aurais insulté la mère de Monsieur Mélenchon. J'aurais insulté sa mère si on avait fait de la merde comme François Hollande. Mais moi, je voulais pas que Macron y passe, frère. Moi, je voulais pas qu'il passe. Non. Moi, je voulais pas qu'il passe. C'était hors de question, frère. Mais non. À la limite, tu mets un Mélenchon. Si sa politique, elle pue sa mère, tu t'insultes sa mère, tu fais des manifs, tu fais des grèves, tu bloques le pays, tu paralyses l'économie. Nanana. Non, pas Le Pen. Le Pen, c'est mort. Non, Le Pen, c'est mort. Et des vacances? Votre gouvernement prend des vacances aussi prochainement? No way. Alors, on a entre le dernier conseil des ministres de ce matin et le prochain... qui sera dans la deuxième quinzaine d'août. On a quelques jours de vacances, mais qu'est-ce que vous allez faire de ces jours de vacances? Moi, je vais faire de la marche. C'est quoi ça, Zaké? J'aime beaucoup ça, et puis beaucoup de lecture et un peu de repos. Et de la vigilance. Toujours en France, vous avez donné des consignes pour que tout le monde reste à 2 heures de Paris? C'est la tradition habituellement? Oui, c'est la tradition, et je pense que chaque ministre a bien ça en tête. Il faut qu'on soit à la fois, je le disais, je l'ai dit aux ministres que j'ai réunis, il faut évidemment se reposer, il faut être aussi sur le pont, prêt à réagir s'il y a une difficulté. Merci Elisabeth Borne pour cet entretien. Est-ce que, dernière question, je vous retrouve dans un an dans ce même bureau pour une interview? Je ne fais pas de fiction. Voilà. Mais vous souhaiteriez? Il y a encore beaucoup de chantiers, et moi je suis vraiment très honoré de pouvoir... porter tous ces chantiers au service de mon pays. Merci Elisabeth Borne pour cette interview. Merci d'avoir accordé vos premiers mots. Et peut-être bonnes vacances aussi à tous ceux qui nous regardent, pour ceux qui y sont ou ceux qui vont partir prochainement. Et bonnes vacances à vous et effectivement à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, Pauline Simonet sur BFM TV. Et oui, merci beaucoup. Mais putain.